Pensée et déresponsabilisation, tant que l'ego croit que c'est lui qui pense, qui est la source, qui est l'origine de la pensée, eh bien, il va se responsabiliser par rapport à la pensée et la vivre d'une manière personnelle. Alors que s'il est conscient que la pensée vient d'ailleurs, n'origine pas de lui, ben, il peut se déresponsabiliser dans sa relation avec la pensée. Et l'individu qui intègre la conscience supramentale et l'instruction qui s'y rapporte à le fait que la pensée vient d'ailleurs, en vient à un état de déresponsabilisation dans le rapport qu'il a par rapport à la pensée, c'est-à-dire qu'il n'est pas la source qui est responsable des idées qui sont présentes dans le mental. Il y en est plutôt que le réceptacle. Et tant que l'ego peut croire qu'il est la source de la pensée, ben, il va s'exposer à beaucoup de souffrances qui vont être aliénantes, car il n'en est pas la source. Donc, quelqu'un, par exemple, qui reçoit une pensée dans le mental, puis se sent coupable par rapport à elle, ben, à ce moment-là, il va se vider de son énergie vitale. Et à ce moment-là, si l'individu vibre émotivement par rapport à une pensée qui n'en est pas la source, il en subit les conséquences. Donc, en lien avec ce sujet, la déresponsabilisation du rapport à la pensée, c'est entre autres ce qui m'a amené à aborder ça en tant qu'individu. C'est que j'ai fait au début du mois de novembre de l'année 2023 un enregistrement avec Mona et également Berthold qui avait trait donc à l'instruction supramentale et l'actualité. Et puis, il y a une personne qui avait fait un commentaire par rapport à l'idée qui a été véhiculée abondamment par Bernard de Montréal dans son instruction, qui a été l'objet de l'enregistrement, entre autres avec Berthold et Mona, là, pendant une bonne partie de l'enregistrement. Et l'un des principes fondamentaux de cette instruction, c'est que la pensée vient d'ailleurs, c'est-à-dire la pensée n'origine pas de l'ego. Et la personne disait dans son commentaire que ça amenait une forme de déresponsabilisation. Et la réponse, c'est oui. L'ego, s'il intègre l'instruction supramentale, est obligé d'en venir au constat qu'il n'est pas la source de la pensée. Donc, si l'ego a une pensée à caractère, en bon québécois, cochonne, il n'y a pas à se sentir coupable. Donc, autrement dit, la personne qui, par exemple, va faire un rêve, prenons par exemple quelqu'un qui est en couple ou qui est marié, qui rêve qu'il y a une relation sexuelle avec une personne autre que son partenaire de couple, son partenaire de vie. Si la personne croit que c'est elle qui pense, ben, elle va se sentir coupable. Et à ce moment-là, elle va s'abaisser sur le plan vibratoire en ressentant la culpabilité qui est un poison pour la conscience. Donc, l'état de culpabilité a un niveau vibratoire beaucoup plus bas que la vibration, par exemple, de la colère mentale qui va être plus haute que cette dernière, ou un état de créativité qui peut émerger au sein de l'individu. Donc, la culpabilité, c'est dévitalisant. Mais si l'individu croit que la pensée origine de lui, et qui se sent pas bien par rapport au rêve parce qu'il pense que il croit que c'est lui qui l'a généré, ben, il va se dévitaliser de ses énergies vitales. À un moment donné, Bernard de Montréal, dans un de ses enregistrements, fait l'allusion que si un religieux croit que c'est lui qui pense puis un rêve à caractère sexuel, alors que le religieux a fait un jeu de chasteté et de ne pas avoir de vie sexuelle, ben là, c'est sûr que la personne ne va pas se sentir bien. Donc, si la personne qui prend la pensée personnelle est manipulable en fonction de les valeurs subjectives qu'elle peut avoir, qu'elle peut réfléchir. Donc, ça me fait penser au fait que aujourd'hui, j'ai écouté une personne et la personne se sentait coupable parce qu'elle affirmait que, dans le fond, elle a fait un rêve et la personne vise son objectif, c'est d'être famille d'accueil par rapport à un enfant qu'elle s'occupe, dont elle a la garde d'une manière provisoire pour éventuellement en avoir la garde à long terme. Donc, elle a intérêt de tout bien faire avec l'enfant, d'être très dévouée, attentionnée pour obtenir la garde par rapport à
Ici au Québec, on a la DPJ, là, avec des travailleuses sociales qui évaluent des parents potentiels. Et cette personne-là veut tellement bien faire que, paradoxalement, elle a été confrontée à un rêve qui lui a créé un malaise où elle a rêvé qu'à tuer l'enfant dont elle cherche à s'occuper. Et quand elle m'a partagé ce rêve-là, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que le rêve est aux antipodes de ce que l'ego désire, mais en même temps, c'est en lien que... Puis pourquoi que le rêve lui crée un malaise, lui crée de la souffrance? Parce que c'est précisément que c'est la polarité inverse de ce que la personne veut. Elle veut s'occuper de l'enfant, en prendre soin, et au contraire, elle rêve qu'elle tue. Donc, puis la personne le prend sur le plan personnel, le rêve, comme si elle était à l'origine du rêve. Comme si, pendant la nuit, elle aurait dit consciemment, « Ouais, je vais faire un rêve là, où je tue l'enfant que je m'occupe. » Et bien sûr que c'est pas le cas. Mais le rêve a réussi à la faire vibrer de la culpabilité. Elle se sentait mal à l'aise de parler de ce rêve-là à son conjoint. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que toutes les choses auxquelles on peut donner de l'importance, prenons par exemple la personne qui est religieuse, qui donne de l'importance au célibat, au vœu de chasteté, puis elle rêve qu'elle a une relation sexuelle avec une personne alors qu'elle n'est pas supposée, ou une autre personne qui est en couple depuis plusieurs années, alors que la personne a un enfant avec un conjoint, puis dans le fond, son désir conscient, c'est de ne pas avoir d'autres personnes avec lesquelles elle a des relations sexuelles ou vice-versa par rapport à son conjoint. Donc, en fonction, donc quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la fidélité. Donc, les valeurs de la personne peuvent être mises en échec par rapport à une activité souterraine qui s'opère dans sa conscience, en relation avec le plan astral. L'astral, je sais où ce que ça fait mal au sein de l'individu. Et les rêves qui occasionnent la souffrance au sein de l'ego qui le fait vivre avec la culpabilité, c'est en relation avec le fait que le rêve, il le prend d'une manière personnelle. Donc, il s'imagine que ça vient de lui, ce qui fait qu'il s'imagine qu'il est responsable du rêve. Donc, à ce moment-là, si le rêve est pas beau, ben il en prend la responsabilité totale et va se sentir mal à l'aise par rapport au rêve ou coupable en se disant que je suis responsable d'avoir généré ce rêve-là. Alors que le jeu est pris dans un jeu de réflexion et de personnalisation. Et dans mon rapport au rêve avec le temps, ce que j'apprends, c'est d'être capable de regarder les choses carrément comme le rêve étant quelque chose qui ne provient pas de moi, un scénario dans lequel on m'expose à des idées, comme au quotidien, dans la vie diurne, dans la vie nocturne, pendant la nuit ou pendant le jour. L'individu est confronté au fait que la pensée vient d'ailleurs. Certes, il y a des gens qui vont être confrontés au concept et vont dire, ben, c'est une forme de déresponsabilisation de l'ego par rapport à la source de la pensée. La réponse, c'est oui, parce que la pensée vient pas de l'ego, en fonction du précepte de l'instruction supramentale qui, bien entendu, dans le domaine de la psychologie, n'est pas reconnu par l'ensemble des psychologues là, présentement, là. C'est un concept qui demeure marginal, mais c'est pas parce que c'est pas reconnu que ça n'existe pas. Dans le sens qu'à une époque, il était impensable pour des gens de s'imaginer qu'un avion qui est plus lourde que l'oxygène puisse se voler dans les airs, parce que à cause de l'activité de la loi de la gravité. Alors qu'il y a d'autres forces qui, bien entendu, rentrent en considération. Et aujourd'hui, on a des avions qui sont quand même très lourds, qui vont voyager dans l'air. Alors qu'il y a certains scientifiques qui, à une époque, il y a à peine quelques décennies, pour eux, c'était inconcevable. Mais il y a eu toute l'industrie des avions qui s'est développée par la suite. Pourquoi? Parce que la pensée de l'humain s'est ajustée à des réalités physiques. Mais il y a des réalités psychiques auxquelles aussi l'être humain va être appelé à s'ajuster, à se développer. Et l'un des concepts, c'est que l'ego n'est pas responsable de l'origine de la pensée. Et par rapport à ça, il y a des gens qui vont dire c'est une façon de se déresponsabiliser. La personne va dire des niaiseries ou va faire de la médisance, elle va dire je suis pas responsable. La responsabilité de l'ego, par contre, c'est d'agir ou non en fonction de la pensée qu'il capte, qu'il reçoit dans le mental.
dans le sens que quelqu'un peut recevoir une pensée d'envoyer chier quelqu'un de son environnement, d'être agressif. Si la personne agit en fonction de la pensée en croyant que ça vient d'elle, donc c'est intelligent d'agir ainsi. Puis là, la personne, ça crée un conflit avec l'autre. Parce que c'est sûr que la personne qui se fait envoyer chier par un ego qui est charrié par l'astral malgré lui va réagir. Dans certains cas, ça crée des conflits. Ça peut être l'embryon d'une guerre aussi que ça va générer. Donc, il y a des répercussions par rapport à ça. Donc, l'ego n'est pas responsable de l'origine de la pensée. Mais comme j'expliquais à la personne à travers mon commentaire en bas de la vidéo récente de Bertone, Mona et moi, du mois de novembre, c'est qui est responsable du rapport à la pensée, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Comme aujourd'hui, la personne elle se sentait responsable du fait qu'elle avait la pensée que, dans le fond, dans son rêve, elle tuait l'enfant, alors que dans la vie de tous les jours, c'est comme sa priorité de s'en occuper pour éventuellement faire ses preuves aux yeux de la personne qui peut lui donner la garde à long terme de l'enfant. Donc, c'est une démarche qui est contraire. Et là, la personne se sentait mal à l'aise. Alors que si la personne est détachée de la pensée, elle ne prend pas personnel, elle va regarder ça un petit peu comme un nuage qui circule dans le ciel en disant, bon, il y a ce nuage-là. Je le laisse passer, je passe à autre chose. Ou avoir un rapport de contestation par rapport à la pensée ou de dénoncer l'astral qui est derrière. Mais quelqu'un peut me dire, ben la personne va contester l'astral derrière cette pensée-là, puis une autre nuit, elle va faire un cauchemar où elle se sent coupable parce qu'elle rêve qu'il y a une relation extra-conjugale. Ou elle rêve qu'il y a telle autre chose qui arrive, il y a ci, il y a ça. Certes, l'astral va chercher continuellement à manipuler la personne. Pourquoi? Ben, tant que la personne a des failles, c'est un petit peu comme la personne qui a une vitre qui est ouverte sur l'extérieur. Il y a toujours la place à ce qu'un parasite psychique puisse rentrer. Et comme la psyché d'une personne n'est pas scellée d'une manière hermétique par rapport à l'environnement, étant donné qu'il n'y a pas une séparation absolue entre l'individu et les autres individus, ce qui permet une communication d'énergie. Même chose par rapport à des réalités occultes qui se rapportent à des égrégores, des structures d'énergie. Ben, il y a toujours des possibilités d'entrer. Et plus que l'individu est perméable, ouvert aux autres, plus que c'est à double tranchant, parce que plus qu'on est ouvert, plus qu'il peut y avoir de l'intelligence qui rentre, venant de l'environnement, mais aussi de la merde, de l'astral. D'où le discernement, d'où la capacité de filtration psychique. Excusez. Et la capacité de l'individu de contester la pensée. Certes, quand quelqu'un conteste la pensée qui vient de l'astral, qui l'amène à vouloir se sentir coupable en voyant clair, dans une capacité observatrice, la personne peut rétablir un état de vide mental. Mais c'est souvent à refaire. Et c'est sûr que ça prend de l'énergie. C'est de se garder en ordre par rapport à un environnement ou par différentes façons, on cherche à faire vibrer la personne émotivement en la culpabilisant. Donc, une personne, pendant un certain temps, peut être manipulable par rapport à la pensée qui fait un rêve à caractère sexuel avec une autre personne que son conjoint, alors que la personne donne l'importance à la fidélité. Le jour qu'elle est capable de se détacher par rapport à ce rêve-là en disant « c'est pas réel, c'est pas moi qui ai décidé consciemment cela », ben là, on peut chercher à la manipuler avec une autre faille. L'autre faille, c'est quoi? Ben, la peur de manquer d'argent. Elle peut faire un rêve qu'elle perd sa maison parce qu'elle n'est plus en mesure de payer pour l'hypothèque, étant donné que le taux d'intérêt a beaucoup augmenté dans les différents mois qui précèdent la période présente et que là, vu que le taux d'intérêt a beaucoup augmenté, ben, la personne n'est plus capable de rencontrer les paiements là, à chaque mois là, par rapport au prêt hypothécaire qu'elle a sur sa maison. Donc, lorsque la personne est capable de se détacher de réflexions liées à une insécurité, ben, elle peut être confrontée à une autre forme d'insécurité, puis ensuite une autre insécurité. L'astral va chercher la personne à faire vibrer à de la pensée qui l'amène à sécréter des émotions. Et il faut que la personne tout le temps dise son stop par rapport à ça si elle veut s'en libérer. Et la libération n'est souvent que ponctuelle parce que lorsque la personne s'affranchit
d'une opposition, il y a une autre opposition qui peut émerger en fonction de ces zones de vulnérabilité. Et tout élément que la personne peut dire, peut donner de l'importance, tout ça peut être récupéré contre elle. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez abominable, l'amour qu'une personne peut avoir pour un enfant. La personne auquel je faisais allusion tantôt, elle cherche sincèrement à participer au développement d'un enfant. Puis là, d'être confronté à une pensée aussi adverse, parce que l'une des peurs qu'elle peut avoir, cette personne-là, naturellement, c'est de nuire à l'enfant. Et ça, si elle a peur de nuire à l'enfant parce qu'elle veut tellement aider l'enfant, mais il y a un jeu de polarité qui est derrière ça. Elle est tellement polarisée à vouloir aider puis avoir peur de nuire qu'à quelque part, ça peut la rendre disponible à un rêve où on l'amène à se sentir coupable d'avoir tué l'enfant. Tandis que la personne qui se fout l'enfant, on le présente ce rêve-là, va être plus indifférente. Elle va lui donner moins d'importance que l'autre qui est hyper concerné par l'enfant. Résultat, c'est que les choses auxquelles on accorde de l'importance, qu'on polarise d'une manière très positive dans nos vies, qu'on donne beaucoup de valeur, c'est à partir de ça qu'on peut chercher à nous faire chanter ou à nous manipuler d'une manière occulte à travers le phénomène du rêve qui peut être en relation avec l'activité souterraine d'entité astrale ou même son propre esprit qui teste l'individu. Donc, par rapport à ça, c'est quoi que j'ai à dire? Quelqu'un peut essayer de me faire sentir coupable en disant « Ouais, tu crois à l'idée que la pensée vient d'ailleurs, tu cherches à rationaliser un rapport déresponsabilisé à la pensée, donc tu cherches pas à assumer ta vie dans la vie de tous les jours. Et à quelque part, à travers ce concept-là, tu cherches à jouer la victime pour être capable de faire du n'importe quoi en disant « Ah, c'est pas de ma faute, je suis pas responsable de l'origine de ma pensée. » Donc, on cherche peut-être, dans certains cas, à nous faire culpabiliser en adhérant à un concept, mais en même temps, ce qu'il faut réaliser derrière ça, c'est que le jeu de l'astral qui cherche à faire douter de la réalité que la pensée vient d'ailleurs, et pour empêcher les gens de s'émanciper de son influence souterraine, du dévoilement qui peut être fait à travers le phénomène de l'observation. Et c'est sûr que la personne qui me dit « Regarde, le concept qui a été amené à travers l'instruction supramentale fondamentale que la pensée vient d'ailleurs, c'est de la merde, que c'est une forme de déresponsabilisation qui amène la personne à rester dans un espace de conscience superficielle. OK, si la personne ne vit pas l'idée que la pensée vient d'ailleurs, je peux comprendre cette interprétation-là du concept. Mais ce que j'ai à dire, c'est que moi, si je vis un phénomène où je suis clairement dans des rêves, je les ai pas choisis. Si on regarde le rêve, par exemple, cauchemardesque, donc un rêve d'horreur, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui va dire, bon, cette nuit, je vais rêver que je suis, par exemple, dans une maison qui va prendre en feu, qui va être une perte totale, ou je vais rêver que je me trouve dans la bande de Gaza, et que je suis dans un hôpital où il va y avoir des gens qui vont débarquer avec des mitraillettes puis ils vont me tirer dessus pour prendre le contrôle de l'hôpital et que je vais avoir des enfants qui vont mourir à côté de moi parce que les couveuses fonctionnent pas parce que l'électricité a été coupée puis il n'y a pas de chaleur pour être capable de leur permettre d'avoir une température adéquate corporelle. Donc, je connais pas nécessairement des gens qui vont me dire qu'ils veulent rêver à ça, là, qui vont courir après ça. C'est sûr que le phénomène du rêve d'horreur, à mon avis, les égos chercheront pas à vivre ça, ce qui fait que, à quelque part, il faut se dégager du rêve. Et pourquoi qu'il y a des rêves aussi qui font pas l'affaire de l'ego, lorsqu'il l'évalue, qu'il le réfléchit, c'est parce que l'ego va donner de l'importance à des cadres de valeur, puis il est pris dans des jeux de réflexion, puis d'importance à de la forme. Donc, c'est en fonction de chacun. Ça me fait penser qu'à un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un il m'avait raconté que s'était fait piéger sur Internet en train de se masturber devant une webcam. Puis, il y a une personne qui a essayé de faire du chantage en disant, la vidéo où est-ce que tu te masturbes, là,
Je vais envoyer ça à tous tes contacts là, sur les réseaux sociaux, etc. Puis lui, il aurait comme répondu à la personne, je m'en fous. Donc, c'était un monsieur qui était pas, il était pas vraiment timide, là. Tu sais, comment dire, il était un peu dans le détachement, je m'en foutisse. Il n'y avait pas grand-chose à perdre. À la différence, parce que j'avais entendu parler à la radio d'un cas d'un jeune homme qui s'était masturbé devant une webcam. Il pensait de faire ça devant une femme de l'autre côté de l'écran, alors que c'était pas le cas. Et c'est un jeune garçon, donc probablement qu'il était timide aussi dans son rapport à la sexualité. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il fallait qu'il donne des milliers de dollars pour pas que la vidéo soit diffusée à ses contacts sur Internet. Comme il n'avait pas l'argent, il s'est suicidé. Donc ça, j'avais entendu parler de ça dans une émission de radio. Il avait demandé des milliers de dollars. Il ne l'avait pas par rapport à la rançon. En échange de quoi, supposément, l'autre personne n'allait pas diffuser la vidéo, alors que c'était pas réel. En fait, c'était pas réel. Peut-être que la personne, oui, elle aurait réellement diffusé la vidéo, sauf que le fait qu'à la base, la personne se faisait passer pour une femme, puis lui, il voyait une vidéo d'une femme, par exemple, peut-être qu'il se masturbait pendant que lui se masturbait, puis c'était pas réel, il s'est fait prendre à ce jeu-là. Il était manipulé par ça. Donc, il vibrait au désir de la sexualité. Probablement que, tu sais, les jeunes hommes, des fois, ils ont des pulsions sexuelles importantes et l'autre personne sur Internet en a tiré profit. Tandis que l'autre, qui était le monsieur le plus âgé que j'avais discuté, là, lui, il s'en foutait. Donc, ça n'a pas eu le même impact, il était détaché. Donc, c'est le détachement de la forme ou du rêve ou des images qu'on peut avoir dans la tête qui peut nous amener à quelque part à travers ça à vivre un phénomène de dépersonnalisation. Donc, c'est sûr que la conscience supramentale, en passant, c'est d'amener l'ego à être en contact avec la conscience pré-personnelle de l'ajusteur de pensée, donc qui n'est pas personnelle. Donc, c'est une perspective qui est déségoïfiée, pour employer un terme technique, qui est impersonnelle. Qui est en relation avec une déresponsabilisation au rapport subjectif. Donc, la personne peut faire un enregistrement en disant, en réfléchissant intellectuellement, si je fais allusion à quelqu'un qui se masturbe devant un écran, est-ce que ça risque de heurter la sensibilité de certains auditeurs et auditrices? Donc, la personne peut réfléchir à ça. Et la personne peut dire aussi, c'est ce qui m'est venu dans le mental et comme je suis pas responsable de la source de la pensée, je l'ai partagé. La responsabilité de l'ego peut être au niveau d'une retenue d'information, dans le sens si l'information crée trop de choc. Donc aujourd'hui, par rapport à la personne qui me racontait qu'elle avait fait un rêve, elle se sentait pas bien parce qu'elle s'imaginait qu'elle tué l'enfant, dont précisément elle a la garde. Bon, la personne, j'avais pas la vibration de lui dévoiler ce que je vous partage aujourd'hui, fait que d'une manière d'aller chercher une forme de satisfaction compensatoire, je fais allusion à ça, parce que c'était pas le lieu de parler de ça ouvertement que cette personne-là, du concept que la pensée vient d'ailleurs, puis que son rapport à la pensée doit être déresponsabilisé. Donc, c'est sûr que, la personne qui fait un rêve comme ça, puis envoie chier l'entité qui est derrière ça, dans une colère mentale, est très différente que l'autre personne qui se réveille le matin puis avait une espèce d'état de tristesse, d'impuissance, puis de se sentir coupable d'avoir eu cette pensée-là. Là. Le niveau de vitalité énergétique est très différent. Quelqu'un qui vibre, qui pulse à la colère énergétique et l'autre qui pulse à un état d'impuissance énergétique, c'est très différent. Mais chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Ça me faisait penser, j'écoutais récemment un enregistrement où ce que j'ai compris, Berthold avait entendu la conversation d'une femme qui cherchait un nom pour un enfant. Et lui, il n'était pas nécessairement à l'aise avec le nom que voulait la personne donner à l'enfant. Il n'a pas nécessairement intervenu directement. Mais c'est vrai qu'il y a des noms d'enfants qui n'ont pas une bonne portée vibratoire. Ça se capte, ça se perçoit. Mais c'est de toujours se poser la question, est-ce que d'intervenir, c'est approprié ou non? Ça peut nous dire non. Parce que si on intervient alors qu'on n'a pas à le faire, ça va représenter une forme de dépense énergétique
qui va nous mettre en opposition aussi par rapport à l'entité qui est derrière la personne. Autrement dit, si je dévoile le jeu de l'entité qui cherche à faire vibrer la personne à un état extrême de culpabilité en l'amenant à rêver qu'elle a tué son enfant, ben l'entité, si j'amène la personne à arrêter de vibrer émotivement par rapport à ça, elle sera pas contente. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle ne pourra plus se nourrir des énergies vitales de la personne qui vibre fortement à ça. Parce que si la personne vibre fortement à ça, l'entité peut répéter le même rêve plusieurs fois. Même chose, la personne qui, par exemple, va rêver qui perd sa maison alors qu'il donne beaucoup d'importance, qui perd son argent ou qu'il donne l'importance à la fidélité puis il y a une activité sexuelle extra-conjugale dans le rêve. Donc, c'est en fonction des failles de chacun. Puis si quelqu'un dévoile ça par rapport à un autre, ben, il peut avoir un revers de la médaille. Et ça fait partie de la facture à payer des thérapeutes qui vont chercher à ajuster l'énergie d'une personne. C'est sûr que pour les gens qui font des traitements énergétiques à travers la parole, sachant que à quelque part l'astral derrière la personne peut chercher à faire des résistances ou même diaboliser le thérapeute, parce que si le thérapeute dévoile l'activité souterraine à l'insu de la personne et que la personne, par la suite, une fois qu'elle n'est plus en présence du thérapeute, l'entité astrale revient à charge pour l'amener à réfléchir, pour défaire l'influence du thérapeute pour reprendre le contrôle et sa mainmise sur la personne qu'elle manipulait jusqu'alors, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne peut avoir l'idée en tête, le thérapeute est dans le champ, il est dans l'erreur, c'est un mauvais consultant, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, à quelque part, la force astrale cherche à rester en puissance. Et c'est sûr que c'est un tour de force pour se libérer de l'astralité. Et l'un des effets pervers qui peut arriver dans le cadre d'une consultation, c'est que le thérapeute qui cherche à neutraliser l'activité d'astral au sein de la personne s'engage dans un combat occulte par rapport à l'entité astrale. Et l'entité astrale, une fois que le thérapeute est plus en présence de la personne, parce que lorsque un thérapeute va générer un champ vibratoire qui est plus élevé que celui qui provient de la personne astralisée, temporairement, la personne peut se sentir bien sur le plan psychique, vivre un état de bien-être. Parce qu'il est sous la vibration du thérapeute qui génère un état de colère mentale qui déloge momentanément l'astralité. Donc, le thérapeute génère un taux vibratoire qui n'est pas soutenable par les entités astrales qui pouvaient être présentes jusque-là dans la psyché de la personne, donc ça déloge. Sauf que le point, c'est que si la personne n'est pas capable de générer par elle-même d'une manière autonome le même taux vibratoire, donc la personne n'est pas capable de se doter d'une puissance de volonté à la mesure du thérapeute, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est quelques heures que la personne n'est plus sous l'influence de la vibration de du thérapeute ou de la thérapeute, que ce soit un homme, une femme, peut-être même un individu non-binaire aujourd'hui, ben, l'entité astrale va revenir à la charge pour astraliser la personne. Pourquoi? Parce que l'entité astrale, dans le fond, va retrouver son emprise sur la personne si la personne n'a pas généré par elle-même d'une manière autonome une puissance oppositionnelle par rapport à l'entité qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut bénéficier temporairement de la colère mentale qu'il peut générer par un autre, mais si la personne veut vibrer à un état de vibre mental d'une manière constante, il faut qu'elle soit le principe qui va faire générer cela. Donc, le principe d'émergence d'une vibration plus haute que celle astrale. Puis pour faire ça, ben, il faut que la personne vive la fusion avec l'esprit, soit pénétrée par l'énergie de l'esprit et soit capable d'activer cette énergie-là. Et c'est à travers l'activité vibratoire de l'ego qui va chercher, en s'opposant à l'esprit, à avoir accès au savoir ou l'astral, que là, à ce moment-là, il peut amener à générer un état temporaire de vide mental ou d'éclatement de forme qui le liait à une forme de culpabilisation qu'il pouvait subir jusqu'alors. La liberté va provenir de l'ego qui est conscient des lois de la manipulation occulte qui s'opérait jusqu'alors à son insu, donc avec une capacité d'observation,
Observer, c'est bien, mais être capable de contester ensuite ce qui est dévoilé par la conscience qui a une capacité de vision sur le plan occulte et autres. Donc, l'ego doit être capable d'agir. Et lorsque l'ego est déresponsabilisé de son rapport à la pensée, ben, c'est plus facile pour lui de contester la pensée parce que la pensée n'est pas personnelle. Par contre, la pensée est en relation avec un principe de génération occulte. Donc, la pensée créative provient de l'esprit à la base. Par la suite, ce qui arrive, c'est que l'astral, une fois que la pensée a été émise, peut être récupérée. Dans le sens que, par exemple, il peut y avoir des initiés qui, à la surface du globe, font des enregistrements. Bon, une fois que l'enregistrement est fait, quelqu'un peut sauvegarder l'enregistrement, surtout si c'est un fichier qui est informatique sur son ordinateur, donc en faire un copier-coller, puis récupérer l'instruction à des fins égoïques. Donc, rationaliser une perspective. Donc, l'astral va chercher à rationaliser la vampirisation des énergies vitales que peut faire l'entité sur la personne en s'appuyant sur, par exemple, des récits qui, dans un passé, ont une utilité donnée. Donc, tout ce qui appartient au passé peut être récupéré envers et contre l'individu pour le manipuler. Donc, quelqu'un peut être manipulé subtilement, quelqu'un peut être manipulé en croyant bien faire, en mémorisant l'instruction d'un initié et en la régurgitant pour faire plaisir aux autres, en croyant libérer psychiquement la personne, alors que s'il en fait une religion, ben, il va s'embrigader psychologiquement dans l'instruction de l'initié et va tendre à embrigader psychologiquement l'autre individu sans se rendre compte de l'influence astrale qui va s'exercer malgré lui et également l'autre personne qui, entre guillemets, cherche à faire bénéficier d'une instruction parce que c'est sous influence d'une entité qui cherche à amener ces individus à se rattacher à ces formes générées dans le passé plutôt que de générer d'une manière autonome un principe vibratoire énergétique pour faire éclater les formes. Donc, l'individu qui est conscient, il devient capable de faire face à différents propos, comme la personne qui m'a écrit, qui m'a dit l'idée que la pensée vient d'ailleurs est déresponsabilisante. C'est sa perception. Moi, j'ai la perception qu'au contraire, ça permet d'avoir une plus grande responsabilité de l'individu sur sa vie en étant capable d'observer le fait qu'il n'est pas responsable de la pensée pour se libérer de le concept aliénant qui est la cause de la pensée, alors que la pensée est symptomatique d'une activité dont il y en a la captation. Un matérialiste va dire que la pensée est un épiphénomène psychologique en relation avec l'activité du cerveau. Le cerveau va sécréter la pensée comme l'estomac va générer les sucs gastriques qui vont permettre la digestion de la matière qui est absorbée par la bouche. Donc, l'idée que la pensée provient du cerveau, que le cerveau génère la pensée, puis qu'une fois que l'individu meurt, il n'y a plus de pensée qui est générée, ça prend fin, parce que c'est le principe d'émission chez le cerveau ne tient pas la route de ma perspective. Et la pensée précède le cerveau. C'est-à-dire qu'avant qu'un cerveau physique soit capable d'intercepter la pensée, l'onde existait déjà. Donc, c'est comme les ondes électromagnétiques qui existaient déjà avant l'existence de la radio. Donc, le principe premier pour moi, c'est la pensée qui va générer la forme, qui va générer certes le cerveau comme étant un réceptacle sophistiqué qui permet d'intercepter la pensée avec entre autres la glande pinéale qui est composée, donc une glande en forme de pain, de certains cristaux, qui est un transducteur de la pensée, un peu comme une antenne radio, une antenne de télévision qui va servir à convertir un signal en autre chose. Donc, l'antenne reçoit un signal qui est décodé. Si on prend, par exemple, une antenne de télévision analogique qui va décoder ça et en faire du son et des images. Donc, on prend un signal qu'on décode, qu'on interprète, puis ça donne du son et des images. Donc, le cerveau, c'est la même chose. Dans le cerveau, il y a la glande pinéale qui reçoit de l'information qui va être décodée
et ça va donner place à des images dans le mental de l'individu. Ça peut être des sons aussi. Il y a des gens qui ont des perceptions psychiques, vont voir des entités et vont entendre des voix. Mais c'est du décodage. Comme par exemple une antenne de radio ou de télévision analogique vont le faire. Donc c'est le même principe qui s'opère, sauf que les gens ne le voient pas et ne le réalisent pas, mais c'est pas parce que des gens ne le voient pas que ça n'existe pas. Donc, et ça, c'est un volet qui est indigeste pour beaucoup de personnes en lien avec l'instruction supramentale. Mais la nuance par rapport à la responsabilité est la suivante. L'individu n'est pas responsable d'être la source de la pensée. Par contre, la responsabilité qu'il a en tant qu'ego, c'est la gestion qu'il en fait. Dans le sens que s'il y a une pensée de tuer son voisin, ben, il va tuer le voisin ou pas. Ou quelqu'un qui a la pensée de commettre des attentats terroristes à la grandeur de Dieu, pour devenir un martyr, puis par la suite se retrouver au paradis avec 72 vierges. Donc, s'il croit à la pensée, puis il se fait exploser avec des bombes, ben la responsabilité qu'il a, c'est d'avoir agi en fonction de la pensée ou non. Même chose pour prendre la parole au micro. Pour avoir la pensée dans le mental. Ah, à ce soir, je vais prendre la parole, je vais faire un enregistrement, ça va être fluide, je vais parler pendant plusieurs minutes. Ma responsabilité en tant qu'ego, c'est de m'exécuter ou non dans le sens d'une pensée. C'est de voir que je suis sous l'influence d'une pensée, mais si je suis pas sous l'influence d'une pensée, on va chercher à m'influencer avec d'autres pensées. Parce que la nature a horreur du vide. Et la pensée est communication. Des personnes vont dire « Ah, moi, je suis pas capable d'être en contact avec l'invisible, avec l'astral, le plan mental. » Je veux dire, est-ce que vous avez des pensées dans le mental qui arrivent? La personne va me dire « Oui, j'en ai plusieurs par jour. » Bon, ben, vous êtes en contact. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour employer une expression québécoise. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Tout est là. La pensée, la minute que vous avez de la pensée dans le mental, c'est que vous recevez quelque chose. C'est comme la télévision. La minute qu'elle reçoit une fréquence, puis elle fait la transduction de la fréquence, c'est-à-dire qu'elle convertit en son et en image. Bon, ben, il y a une activité liée à une antenne d'émission d'une station de télévision qu'elle capte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TV est le réceptacle d'une pensée. Donc, est en contact avec une source. Tu sais, regardez le vocabulaire que vous utilisez, puis essayez de faire des parallèles par rapport à votre psyché. Comme par exemple, on va dire qu'il y a la source d'un signal sonore qui va venir d'une antenne de diffusion radiophonique que l'antenne de captation va intercepter. Donc, il y a une source d'un signal psychique qui provient d'une antenne de diffusion, non pas d'une station de radio, mais d'une station éthérique versus une station astrale. Et quand on utilise, par exemple, un radio-cristal, on va syntoniser le radio en fonction d'une fréquence qu'on reçoit. Et pour faire ça, ben, on se branche sur une longueur d'onde. L'esprit humain a cette capacité. Il peut se brancher à l'astral, il peut se brancher au plan mental. Il y a d'autres fréquences aussi. Il y a l'AM, il y a l'AFM. Sauf que le point, c'est que l'individu conscient, de par l'utilisation de sa colère mentale, peut exiger de se brancher sur le plan mental, en ce sens que le phénomène de la colère psychique, c'est faire le pont, le raccordage, neutraliser l'activité astrale souterraine qu'il pouvait subir jusqu'alors dans sa psyché, être capable de voir plus clair par rapport à sa situation, aux gens de son environnement, voir les pertes d'énergie inutiles. L'individu, dans son rapport à la colère mentale, peut activer l'esprit pour l'amener à lui dévoiler des choses intelligemment. Donc, le pont qui peut être fait entre l'ego et l'invisible est en relation avec sa capacité en tant qu'ego d'émettre d'une énergie vers l'invisible. Le propre de l'individu qui a une conscience supramentale, c'est qu'il est un foyer d'émission vibratoire. Tandis que le propre de l'individu qui est en contact avec le plan astral, c'est que c'est un récepteur passif
qui va recevoir dans sa psyché, malgré lui, des influences subliminales occultes qu'il leur accorde à du matériel évolutif, malgré lui. Donc, il n'y a pas une capacité de voir clair et de contester. La vision avec clarté vibratoire, donc qui est au-delà de la forme, combinée à une capacité de combativité psychique, donne l'autorité énergétique à l'individu d'avoir accès à du matériel qui va lui permettre d'avoir une compréhension qui est plus grande du réel qu'il pouvait avoir jusqu'à présent. Mais pour y arriver, il faut qu'il se qualifie, puis pour se qualifier, il faut qu'il soit un foyer générateur d'énergie. Puis pour être un foyer générateur d'énergie, il faut qu'il soit manipulé malgré lui par l'esprit qui va chercher à se déployer à travers lui. Donc c'est subtil, c'est complexe, c'est lié avec des jeux de manipulation. Puis ça prend des années aussi pour intégrer ce type de principe-là. C'est sûr que quelqu'un peut écouter un enregistrement que je fais avec Mona puis Berthold, puis dire, si la personne entend pour la première fois l'idée que la pensée vient d'ailleurs, c'est sûr que la personne, vu que ça va en désaccord avec tout le conditionnement psychologique qu'on peut avoir depuis des années, elle peut, face à ce type d'éléments d'information présentés, vivre un état de malaise. C'est normal. Ça ne fait pas nécessairement partie de son quotidien. Mais c'est sûr que d'aborder ce sujet-là avec des gens qui étudient ça depuis plusieurs années, l'instruction supramentale, comme c'était le cas dans le cadre de l'enregistrement, c'est sûr que c'est pas évident. Et la problématique que j'ai en faisant des enregistrements sur le web, c'est qu'il y a des gens à différents paliers d'évolution. Il y a des gens que le type de matériel peut créer un choc. Bon, ben, si vous êtes choqué avec les enregistrements, en fait, ce que je vous dirais, écoutez d'autres choses, tout simplement. Croyez pas ce qui est dit, vérifiez par rapport à vous-même qu'est-ce qui est réel. Ça, je mentionnais ça à plusieurs reprises dans des enregistrements au fil des ans. Pourquoi? Pour que les gens soient capables d'être dans une conscience critique par rapport à tout. Puis aussi, je cherche pas à alimenter des oppositions qui pourraient être faites et facilement dans un rapport polarisé avec le public, dans le sens que si je dis avec affirmation ceci c'est vrai, puis si tu penses pas comme moi, t'es pas correct, quelqu'un qui dit ça crée un rapport polarisé avec les gens. Ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, parce que dans le rapport polarisé, ce qui va arriver, c'est que l'astralité des gens va chercher à combattre l'individu donné. Surtout si la personne cherche à imposer sur leur psyché une vérité. Donc, mon approche est la suivante. Je présente des éléments. À vous d'intégrer ou non ce qui est dit selon votre sensibilité. S'il y a lieu d'intégration. Il y a des gens, je sais très bien qu'ils n'ont rien à tirer des enregistrements. Bon, écoutez, passez à autre chose. Écoutez d'autres enregistrements sur Internet, il y en a plein. C'est sûr que par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que en tant qu'individu, avec le temps, mon étude de la pensée s'affine. Puis je réalise que depuis des années de temps, il y a toujours de la manipulation qui cherche à s'orchestrer pour m'amener à souffrir de certaines choses. À un moment donné, c'est la peur de manquer d'argent qui peut s'activer en moi. À un autre moment donné, j'ai un problème de peau. Ça vire en cancer, puis ça tourne mal. Ensuite, la peur de ci, la peur de ça. Ce que je vois, c'est quoi? C'est que il y a toujours une façon de chercher à nous faire manipuler à fonction de nos insécurités. Et que c'est à l'individu, peu importe la trame dans laquelle il se trouve, que la personne ait 20 ans, qu'elle ait 80 ans ou 60 ans, de réaliser qu'à tous les âges de la vie, il peut y avoir des points de souffrance. Et c'est à l'individu de générer la paix mentale en dépit de la nature de l'expérientiel. Certes, il y a des gens qui vont dire que c'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Et puis pour ça, ça prend une bonne dose de déresponsabilisation pour se libérer du poison psychique et la culpabilisation extrême dans son rapport à la pensée et à l'origine de la pensée. Toute croyance peut chercher à nous manipuler puis nous amener dans des voies qui nous appauvrissent sur le plan énergétique, qui dilapident nos énergies vitales, qui nous vampirisent. Mais pour arriver à cette compréhension, il faut que la personne souvent ait un certain niveau de saturation associé à de la souffrance. Pour qu'elle dise non, je ne veux plus souffrir,
et monter dans une colère mentale qui va déloger l'astral qui est derrière la pensée ou la volonté opposée à la sienne qui cherche à l'amener à la baissée vibratoire. Et la Terre est un lieu de combat. La Terre est un lieu de guerre occulte et la Terre est un lieu de prise de conscience d'une manière accélérée en relation avec une combativité psychique renouvelée au sein de l'individu qui va clair à travers la manipulation, à travers la pensée. Certes, il y a des gens qui vont dire, ben plus que tu cherches à combattre la pensée, puis plus que tu vas retrouver des oppositions. En fait, c'est pas faux dans le sens que si tu t'opposes à quelque chose, ça crée une tension énergétique. Sauf que le point, est-ce que vaut mieux être passif puis subir l'énergie qui dévitalise ou être capable de s'y opposer pour être en santé puis rester cohérent? L'opposition m'apparaît plus sain. Ça me fait penser au film de Terminator 3 où le cyborg, en fait, l'homme-machine devrais-je dire, le robot conscient, interprété par Arnold Schwarzenegger, disait que sur le plan psychologique, la colère est un principe d'activation, alors que l'impuissance, ça garde l'individu passif et ne se met pas en action. Donc la colère, oui, il y a une capacité de se mettre en action, en réaction dans son rapport à la pensée, qui peut chercher à niveler vers le bas ou faire vibrer la culpabilité. En fait, la vie sur Terre n'est pas nécessairement reposante pour l'individu qui cherche dans un état d'équilibre parce que ça expose l'individu continuellement à de la pollution psychique, à de la pensée qui est déséquilibrante. Et c'est sûr que c'est intéressant pour moi de faire un enregistrement puis de parler dans un micro parce que ça amène un état de clarté. C'est un plaisir compensateur aussi par rapport à la conversation aujourd'hui parce que je ne pouvais pas nécessairement tout dire ce que je vous dis présentement auprès de la personne parce que je ne sentais pas nécessairement qu'elle était prête à entendre que l'idée qu'elle se sent coupable, qu'elle rêve qu'elle tue son enfant, c'est lié précisément qu'on cherche à la manipuler parce que c'est son point de vulnérabilité présent dans sa vie. Un autre âge de sa vie, ça sera peut-être d'autres choses. Ça peut peut-être être la peur de la mort, la peur de mourir d'un cancer. Ça dépend. C'est en fonction de chacun. Chaque personne est confrontée à des points de vulnérabilité relatifs par rapport à sa situation planétaire et l'astral va chercher à manipuler les gens à travers ça. Et c'est sûr que la personne qui a une conscience supramentale, elle va être régulièrement révoltée contre l'astral parce que avoir clair par rapport à l'activité de manipulation. Et pendant que je fais l'enregistrement, je peux me sentir bien dans ma peau, mais après ça, je peux être bombardé de pensées qui vont chercher à me faire sentir, par exemple, dans un état d'anxiété, un état de peur, un état de colère, un état de malaise. Pourquoi? Parce que je reçois de la pensée, j'aimais pas. La meilleure façon d'émettre de la pensée, c'est d'extérioriser la pensée à voix haute, avec un état d'énergie qui amène une vibration qui nous affilie au plan mental, c'est-à-dire une vibration de colère. C'est la meilleure façon d'avoir une parole qui fait éclater des formes de pensée dysfonctionnelles. Puis en relation, tout ça est subtil parce que la personne peut être manipulée par le plan mental pour vibrer au plan mental en relation avec une pensée qui est dysfonctionnelle, qui est acheminée sciemment à sa conscience pour le tester. Ou le plan mental laisse l'astral amener des pensées malsaines à l'individu pour évaluer sa maturité psychique. Mais quoi qu'il en soit, c'est à l'individu de prendre la gestion de sa psyché en main. Donc, se responsabiliser dans sa vie, dans sa gestion de son rapport à la pensée, à la psyché, tout en se dégageant, se déresponsabiliser de la croyance à l'idée que la pensée vient de lui. Donc, c'est l'essentiel de ce que je voulais en venir. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.